C'est l'interview qui valait des milliards ou au moins quelques millions. J'ai le plaisir d'échanger avec Delphine Damarzit. Ravi. Bonjour Thomas. Tu es la CEO d'Euronext Paris. Ensemble, on va parler d'entrée en bourse pour des boîtes et finalement des plus petites entreprises que ce que je pouvais penser. Donc, on va expliquer comment on rentre en bourse et ensemble, je crois même qu'on va expliquer comment on rate son entrée. Si tu veux ou comment on la rate pas. Voilà. Au choix. C'est juste après ça. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Alors évidemment, on rêve tous de réussir son entrée en bourse, mais on apprend souvent beaucoup plus. En tout cas, ça titille un peu plus ceux qui nous regardent de se dire comment on se plante et quel est le risque à se planter. Alors qu'est-ce qui fait qu'on rate une entrée ? Les fameux IPO, pourquoi on le rate ? Alors une introduction en bourse, ça va être la réunion de plein de facteurs. Le projet de l'entreprise, ce qu'elle annonce, la manière dont ses actionnaires historiques vont déterminer le prix d'entrée, okay. Et puis la demande, donc offre et demande, et puis il y a tout l'environnement des marchés. Donc une première raison de rater son introduction, elle peut être complètement exogène, c'est-à-dire un événement de marché qui se produit. Le Covid, pas de gouvernement, des attentats, une dissolution, des choses pas prévues, ou tout simplement un grand mouvement macroéconomique qui fait que le marché, comme on dit, la fenêtre se referme. Okay. Voilà. Donc ça, l'entrepreneur, l'entreprise, ils sont pour rien. Voilà. Oui, alors très souvent, quand une IPO ne se fait pas, on explique que c'est les conditions de marché. Bon, parfois c'est vrai, parfois c'est pas vrai. Après, il faut pouvoir expliquer qu'on n'a pas réussi. C'est toujours les conditions de marché. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un des phénomènes de la bourse. La bourse, elle est globale, et donc c'est vrai que quand on entre en bourse, on acquiert les meilleurs standards, et on est en même temps dans la vie du monde, on n'est plus à l'abri, derrière une porte cachée. Tout va influer. Maintenant, si on regarde plus les facteurs sur lesquels on a la main, on peut le rater parce que on exige un prix trop élevé auquel les investisseurs auxquels on s'adresse ne va pas croire, ou bien tout simplement ils vont dire vous êtes sympa, mais moi avec ça je crois pas que je vais faire de la valeur. Il faut leur laisser un peu d'argent sur la table, de perspectives de croissance, on appelle l'alpha, c'est-à-dire une petite décote d'IPO comme on dit, qui va garantir que dans la durée ensuite, ça va monter. Voilà. Okay. Il faut que ça marche. Alors, on dit, ça peut mal se passer le premier jour et après, ça se rétablit. Mais en général, c'est mieux quand l'introduction réussit. Ça monte un peu et pas trop le premier jour. Parce que si ça monte trop, c'est qu'on a sous-évalué. Ok, et c'est pas bon non plus. C'est dommage pour ceux qui ont introduit. Pour ceux qui ont vendu, voilà. Mais comme ceux qui ont vendu, ils ont généralement pas tout vendu, ils vont devoir revendre après. On appelle ça des exits. Oui. On fait un peu au début. Et puis, on doit le faire dans la durée. Ce qui est important, c'est de se dire que l'introduction, c'est pas le premier jour. C'est pas si simple de réussir le premier jour, mais on peut réussir son premier jour et rater la suite. Donc il faut à la fois réussir le premier jour et surtout acquérir la confiance pour que l'histoire commence, l'histoire qu'on cherche. Et Delphine, je me permets, quand tu dis parfois t'as estimé trop cher et les investisseurs suivent pas, on teste pas avant le jour officiel. Est-ce que tu es prêt à mettre temps avec au moins un petit pool d'investisseurs Si, absolument. Si on passe d'ailleurs aux conditions de succès, il y a une phase très importante qui y a les termes techniques, pilot phishing, early look, on oublie, mais disons dans lesquels il va y avoir l'entreprise et ses conseils qui ont préparé leur equity story, qui se sont préparés elles-mêmes avec une IPO readiness. Il y a plein de termes techniques qui disent qu'en gros, avoir acquis une maturité et raconter une histoire qui va pas être une histoire de pivot tous les 6 mois, mais une histoire pour la durée. Voilà. Va la présenter avec l'aide d'analystes à des investisseurs en test initial, un petit comité, ici une NDA, etc. Ils répondent. Donc, il peut y avoir une erreur à ce moment-là, qui est de ne pas bien sentir ce qui se passe, ou tout simplement avoir des investisseurs qui n'ont pas assez de répondants, qui ne vont pas passer les messages. Voilà. Okay. Donc, mais cette phase-là, elle est elle est très proche de l'intro. C'est vraiment les dernières semaines. Et ce qu'on conseille, nous, c'est d'avoir commencé à préparer cette autre race d'investisseurs, qui sont les investisseurs cotés, à l'avance, à connaître l'entreprise. Parce que ça va permettre d'acculturer le discours. C'est pas tout à fait les mêmes métriques, les mêmes logiques, les mêmes manières de valoriser. La bourse, vous êtes en continu, vous êtes exposé au grand nombre, vous allez prendre en compte les facteurs macro, et vous allez comparer par rapport à des pairs parce que vous avez d'autres options. Tandis que quand vous êtes dans le colloque singulier avec un investisseur privé, vous réagissez totalement différemment. Donc il faut que l'entreprise et ses investisseurs se rendent compte
qui rentre dans un autre univers, qui a d'autres attentes. Et d'autres Et acteurs. qu'il faut aussi Ouais. s'expliquer parce que souvent quand on n'est pas coté, on est moins connu. Voilà. Donc on va donner à disposition une information qui sera la même pour tout le monde, parce qu'on est entré en bourse. Donc un des principes de la bourse, c'est de vous adresser à tout le monde et tout le monde doit avoir la même info. Et cette info, elle va être assez ramassée. Et donc plus vous allez parler en avance, plus les gens vont avoir de l'appétit pour vous. Je crois que tu imagines aussi d'autres raisons de se planter. Oui, il y a d'autres raisons qui sont liées. Il y a des facteurs de succès qui sont plus structurels, Ouais. qui sont. Mais ça, c'est pas l'histoire d'un échec de. Mais d'abord, je voudrais quand même dire, pardon Thomas, que réussir, c'est possible. Oui, non, mais Et, on va y venir quand même. évidemment, Voilà. évidemment. Non, parce que j'ai 2 très beaux exemples récents qui justement ont coché les cases Ouais. de la réussite. Mais l'autre élément, le facteur de réussite, ça c'est un facteur plus macro, un facteur structurel, un facteur d'un environnement général. Il faut que l'écosystème soit présent et qu'il soit alimenté dans le nerf de la guerre qui est la capacité d'investissement. Donc, tous les débats qui existent du côté privé en disant il faut davantage financer le late stage, il faut plus de capitaux, plus d'investisseurs pour pouvoir croître plus longtemps, ça existe aussi sur les marchés cotés parce que ce qu'on attend, c'est cette fameuse liquidité, ces échanges possibles. Tu évoquais deux entrées ou 2 sorties selon d'où on se place, mais 2 entrées en bourse récentes. Oui, absolument. Ouais. Au printemps, d'abord, Planisware, qui est Ouais. une entreprise éditrice de logiciels, qui s'est cotée avec vraiment tous les facteurs de succès. C'était... et ce qui est intéressant, c'est que c'est un rebond après, non pas un échec, mais une suspension qui a eu lieu, parce qu'ils avaient initialement planifié leur intro au mois d'octobre 2023. Ok. Et ils se sont retrouvés en plein dans l'offensive du Hamas, et donc ils ont décidé de suspendre leur introduction. Et souvent, C'est pas bon c'est pas signe. facile, Ouais. c'était vraiment les conditions de marché, mais en même temps, je me souviens à l'époque, il y avait certaines personnes qui ont dit quand même c'est cher, etc. Et ils ont décidé de revenir assez vite, et de manière très habile, en fait, une fois qu'ils avaient publié leur compte, en ayant fait exactement ce qu'ils avaient dit en octobre qu'ils feraient, et avec le même C'est prix. smart. Avec le même prix, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, entre guillemets, récupéré une partie de la donne, alors que la tech, le segment tech avait pas mal progressé. Et ça a été un choix assez stratégique, c'était courageux, parce que ça coûtait un peu d'argent à l'intro, mais ça a vraiment convaincu le cours. Enfin, c'est très bien comporté le premier jour, ça veut dire qu'ils ont pu placer plus que prévu. Et l'investisseur qui sortait, Exit, c'était Ardian, ils ont pu, parce qu'ensuite le cours de bourse s'est très bien comporté aussi, parce que l'entreprise a continué de faire ce qu'elle avait dit, est entièrement sorti début septembre par anticipation. Voilà. Yeah. Parce que souvent on dit on introduit en bourse, mais finalement les investisseurs, est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir? Oui. Et la réponse est La oui. réponse est oui, avec certaines Le conditions un peu deuxième exigeantes. exemple, je vois le timing qui passe et Ah j'ai ouais, encore désolé, ouais. 100 000 questions. Ok. Dans l'autre exemple, c'est un autre exemple intéressant de rebond aussi, qui est Exosens. Exosens, c'est une entreprise qui est plus ancienne, qui est dans l'opto-électronique, la détection photo, etc. Et pas mal dans le secteur de la défense. Et alors là, c'est une histoire incroyable. L'entreprise se développait, il fallait sortir les actionnaires historiques, et il y avait un projet de cession qui a été bloqué par Bercy, parce que c'était une entreprise sensible qui se vendait Oui. à son concurrent américain, en 2020. Et HLD est rentré au capital à ce moment-là, à la place de cette cession qui n'avait pas lieu, a énormément investi sur l'entreprise, lui a permis de faire du build-up, et donc ils sont venus à la cotation en 2024, avec là aussi une possibilité d'exit finalement assez rapide, Ouais. et une très belle Et intro. beaucoup plus gros quelques années après. Oui, beaucoup Ouais. plus gros, exactement. Et ils ont levé un peu moins de 500 millions, ce qui était quand même pas mal. Quand on parle de la bourse, je pense que le grand public voit que le CAC 40 et sur quoi je vais pouvoir investir. En fait, c'est pour tout type d'entreprise. Ça démarre à quelle taille? Ça peut être très petit, Ouais. mais c'est pas du tout le même type d'entreprise. Ouais. Les entreprises qui viennent en bourse pour leur notoriété, elles savent qu'elles auront peu de liquidité, elles viennent se mettre dans un cadre des meilleurs standards et démarrer une histoire comme ça par une porte. Voilà. Il peut y avoir des intros qui s'adressent à une typologie d'investisseurs dits small cap, mais c'est vrai que si vous voulez être dans le grand bain, il faut être pas mal armé et attirer cette liquidité grâce à un flottant suffisant notamment.
On est, Delphine, dans 40 nuances de Next. On a pas mal de sujets aussi un peu entre la mi-chemin entre le pro, le perso. On aura 2 rubriques. Avant ça, qu'est-ce que tu es venu dire là, ici, à la tech française? Je suis venu dire que ces introductions en bourse en Europe, c'est essentiel. Et pour que ça fonctionne, en fait, on a besoin de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ça que chez Euronext, on fait. On aide à préparer les entreprises. Donc, je fais une annonce publicitaire. On a un programme qui s'appelle IPO Ready, qui accompagne les entreprises collectivement avec des partenaires. On peut aussi faire des choses à la carte. Et qui les aide, quelques années parfois avant l'intro, justement à percevoir tout ce qui va être nécessaire en interne et dans la relation extérieure. Pour éviter les déceptions exactement. Le jour ou les semaines suivant l'intro. Voilà. Donc, comme on le disait, ça peut ne pas marcher, mais si on attend que toutes les conditions soient ouvertes pour se lancer, on n'y va jamais. Donc, il faut se lancer à un moment et tenir. Il y a une autre idée reçue, je pense, c'est qu'il faut le faire aux États-Unis, que c'est mieux qu'en Europe ou qu'en France. Ouais, ça, j'entends ça souvent. Oui, j'imagine. Je le conteste. Je le conteste parce que je pense que c'est hyper important d'ancrer les entreprises européennes et les grands succès de la tech européenne en Europe. La bourse, c'est vraiment ce qui permet de faire grossir les entreprises. Et en fait, c'est pas en se cotant aux États-Unis que ça fonctionne. Ça marche pas comme ça. Si on compare d'ailleurs si on regarde la cohorte des entreprises européennes qui se sont cotées depuis en Europe, 2018. Du coup. Alors, les entreprises européennes sont cotées aux États-Unis. Okay. On dirait qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a une 50aine. La moitié, c'est des anglaises, notamment dans la biotech. Et quand on les compare, on compare leur liquidité, la fameuse liquidité, c'est la présence d'investisseurs, la vélocité. Il y a un indicateur qui s'appelle un qui veut partir, un autre qui veut revenir. Oui. Voilà, donc ça va les échanges qui sont importants. Donc la vélocité, c'est un multiple du capital qui tourne sur une année. Et les entreprises européennes cotées aux États-Unis ont une moindre vélocité, comme on appelle ça, que leurs homologues américaines. Donc c'est 1,6 contre 2,8, mais aussi moindre que les entreprises européennes cotées en Europe. Donc il faut se comparer à ce qui est comparable et se dire que, moi je veux pas expliquer que c'est moins bien aux États-Unis, je veux dire que c'est aussi bien et mieux en Europe, parce qu'en Europe on a des investisseurs américains et européens, mais il nous en faut plus. Ça c'est le dernier message. Ça c'est l'autre message. Il y a un sujet aussi de culture de la bourse, la population, du grand public. J'ai l'impression qu'aux États-Unis, tout le monde boursicote, investit. Ça fait partie du patrimoine du citoyen. J'ai le sentiment, mais c'est peut-être qu'un sentiment, que c'est moins le cas en France en tout cas. Oui, parce que les Français, ils ont été guidés dans leur choix d'épargne par des grandes règles fiscales qui les conduisent un peu naturellement à privilégier. C'est pas forcément l'intention, mais c'est le résultat, à 70% des placements liquides et garantis. Donc ça a 2 conséquences. Ils ont moins de rendement sur leur épargne, et il y a moins d'épargne disponible, domestique comme on dit, qui soit directe, par des investissements directs qui permettent d'éduquer davantage, faire des choix stratégiques, etc., ou indirects à travers des fonds actions, vient moins créer d'épargne institutionnelle pour nos entreprises. Donc ça, c'est dommage. Il y a plein de rapports européens qui sortent en ce moment pour expliquer pourquoi c'est dommage. Mais c'est un peu notre construction collective. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à modifier. Et alors, aujourd'hui, le grand public, il est aussi confronté à plein d'influenceurs qui leur disent comment devenir milliardaire en investissant ici ou là. C'est quoi votre regard sur ce que vous devez voir passer, forcément, aussi en tant que citoyenne, mais surtout en tant que professionnelle? C'est un peu baroque parce que et c'est un peu un phénomène européen, tout le système de l'épargne sur les instruments financiers, comme on appelle ça dans mon jargon, sur les titres, les actions, etc., extrêmement réglementé en Europe, avec énormément de contraintes pour les acteurs traditionnels qui doivent faire des tests à l'endroit, à l'envers, etc., pour savoir si telle chose est adaptée. Alors ça, c'est un côté. Et donc, honnêtement, vous faites ces tests, vous répondez à plein de questions et au bout d'un moment, vous n'en pouvez plus, vous êtes déjà parti. Et de l'autre côté, il y a effectivement un monde qui n'est pas régulé. Mais ne faites pas croire que vous cochez une case au hasard non plus. Ah non, mais si vous voulez faire les choses, vous êtes obligé de le faire sérieusement parce que vous avez des acteurs qui sont régulés, donc qui ont des obligations de conformité, qui doivent les respecter, et donc ils sont hyper sévères, hyper stricts. Et donc ils vous posent plein de questions et qui sont des ruptures de parcours, on va appeler ça en langage tech. Tandis que de l'autre côté, vous avez un monde, effectivement, qui n'est pas régulé et qui, lui, va procéder par des conseils. Donc l'influenceur, l'autorité des marchés financiers, essaye de voir comment elle peut réguler ce secteur. Mais il y a un peu de poids de mesure entre quelque chose qui est traditionnellement très contrôlé
et qui peut parfois se gripper et donner à la fin des conseils qui sont, à force de prévenir du risque, empêcher que les gens choisissent des rendements intéressants. Et puis un autre domaine dans lequel on dit c'est la jungle, vous n'êtes pas prévenus, mais on n'est pas concerné. 2 rubriques très rapides parce que dans quelques instants, tout cet espace se transforme en super soirée au France Digital Day. On envoie tout de suite le cœur, la main sur le cœur. Parce que c'est notre projet! Moi, mon projet tout de suite, faute de gouvernement à date, c'est de te donner les clés du pays. Delphine, qu'est-ce que tu as envie de bouger, changer, transformer? Pas mal, hein. Ouais. Et tu n'as pas 3 heures, tu n'as qu'une minute. Ouais, une baguette magique. En tout cas, non. Ce que j'essaie de lancer, c'est de voir si on peut avoir des fonds de pension en France et de les diriger vers l'économie européenne. Voilà. Ça, c'est un truc qui nous manque, qui serait bon pour le pays. Je pense que on a énormément de tabous sur le sujet. Oui, enfin, quand on en entend parler, il y a beaucoup de... très péjoratif quand on parle des fonds de pension. Oui, mais bon, voilà, les Suédois l'ont fait. Je pense pas que la Suède soit un pays péjoratif. Ils l'ont pas fait contre eux. Donc c'est comme tout. Ça veut dire tout dépend de ce qu'on en fait. Une strate d'épargne complémentaire qui, au lieu d'être sur des placements court terme, vient s'accumuler et qui, parce qu'elle est gérée collectivement, permet de dégager des fonds qui investissent de manière libre, mais assez logique. Notamment dans l'économie de notre pays. Et maintenant, tout de suite, la toute dernière rubrique. Wow. C'est le moment de la claque, Delphine. C'est le moment où, dans 40 nuances de Next, les invités, alors principalement entrepreneurs, mais on en a tous des claques pro, perso, qui nous forgent, qui nous apprennent. Ouais, alors moi j'ai c'est pas mal parfois d'avoir une grosse claque plutôt que des petites glissades. Plein de petites compromissions. Voilà. Non, j'étais assez jeune. Mon premier vrai job, ça a été de gérer des négociations internationales sur la dette des pays émergents. Et donc on les organisait. La France organise ça dans le cadre de quelque chose qui s'appelle le Club de Paris. Et on était au milieu de tous les pays créanciers. Et les Japonais étaient une délégation qui systématiquement rejoignait le consensus. Donc, il y avait une négociation qui était un peu particulière sur une question qui n'avait jamais été abordée jusque-là, sur une catégorie de créances, et les Japonais étaient contre. Et moi, j'avais fait l'hypothèse, je préparais le dossier, comme d'habitude, il rejoignait le consensus. Et ben non, ce jour-là, ils ont dit non. C'est quoi l'impact pour... En fait, la négociation était plantée, donc on avait convoqué le ministre des Finances du pays en question, et on a dû le renvoyer chez lui parce qu'en fait ils étaient complètement bloqués. Donc ils rejoignaient toujours le consensus, mais en fait j'ai découvert quand ils disaient non, c'était complètement non. Bon, ça c'était. Alors moi j'étais effondré parce que j'ai vu que j'avais pas vu quelque chose, une red line, et ça a été un enseignement parce que je pense qu'il faut juste pas être sur son air. Il faut avec rester des certitudes, l'idée que ça peut changer, ou une certaine paresse qu'on dit en gros, c'est comme d'habitude. Je sais pas. On a des signaux faibles, mais on les ignore. Je pense qu'à chaque fois, il faut être attentif à tout. Voilà. Bon, ça s'est bien terminé parce qu'ils sont revenus le mois d'après. Ça s'est conclu. On a trouvé quelque chose. On a discuté. Mais leçon apprise. Voilà. C'est rester pas vendre la peau humble de l'ours, devant son évaluation et puis voilà, savoir que les gens ont des red lines, des choses qui vont faire changer leur comportement et qu'on peut pas les mettre dans des cases. Il n'y a qu'une chose qui ne changera pas, c'est que toutes les bonnes choses ont une fin. On était sur 40 nuances de Next à France Digital pour le FD Day, en l'occurrence avec toi. Merci Delphine, et merci à vous toutes et tous de nous suivre. J'espère encore plus nombreux après aujourd'hui. Merci Thomas. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.